Chapitre 19. Rapport de force. L'écosystème forestier est subtilement équilibré. Chaque organisme vivant y a sa niche et chacun y exerce une fonction contribuant au bien de tous. À quelques variantes près, la nature est souvent décrite ainsi. Mais c'est une vision fausse des choses. En réalité, dehors, parmi les arbres, c'est le règne de la loi du plus fort. Chaque espèce n'ayant pour seule ambition que de survivre, elle prend chez les autres ce dont elle a besoin. Aucun égard, aucun respect ne sont de mise. Si le système ne s'effondre pas, cela tient uniquement au jeu de mécanismes qui limitent les excès. Et en dernier ressort, la génétique peut également s'en mêler. Le groupe qui est trop avide, qui prend beaucoup sans offrir de contrepartie, se condamne à l'extinction par destruction de ses moyens d'existence. Cela explique que la plupart des espèces aient développé un comportement inné qui préserve la forêt d'une surexploitation de ses ressources. Le cas du geai des chênes, dont nous avons déjà fait la connaissance, est exemplaire. Certes, il se nourrit de glands et de faine, mais il en enfouit encore plus dans le sol et favorise ainsi les chances de reproduction des arbres. Une grande forêt profonde est un immense supermarché. Tous les délices y sont en rayon, du moins du point de vue des animaux, des champignons ou des bactéries. Un seul arbre représente des millions de calories sous forme de sucre, cellulose, lignine et glucides, auxquels s'ajoute encore de l'eau et des minéraux rares. En fait de supermarché, il serait plus juste de parler de coffre-fort, car il n'est ici aucunement question de libre service. La porte est verrouillée, l'écorce étanche, et l'on n'accède pas facilement à toutes ces douceurs. À moins d'être un pic. La structure originale de son bec, combinée à des muscles de la tête qui amortissent les chocs, lui permet de piquer les troncs et de tambouriner sans craindre la migraine ni se fatiguer. Au printemps, quand l'eau chargée de 1000 substances appétissantes fuse dans les arbres et gagne les bourgeons, les pics forent des petits trous dans les troncs de faible diamètre ou les branches. Ces micro-blessures forment des lignes pointillées par lesquelles l'arbre commence à saigner. Le sang de l'arbre n'est pas spectaculaire, il ressemble à de l'eau. La perte de ce liquide organique n'en est pas moins aussi préjudiciable pour l'arbre que peut l'être une hémorragie pour nous. C'est ce liquide que les pics convoitent et qu'ils réussissent à lécher. En règle générale, à moins que le pic ne se laisse emporter par son enthousiasme et inflige trop de trous au tronc, l'arbre supporte l'agression. Au fil des années, ces alignements de trous évoluent en stries ou en anneaux caractéristiques qui s'enroulent autour du tronc comme des colliers. Les pucerons sont beaucoup plus paresseux que les pics. Plutôt que de voler infatigablement et de percer des trous ici et là, ils plongent leur rostre, une pièce buccale pointue prolongeant la tête qui permet de percer et aspirer, dans les vaisseaux des feuilles et des aiguilles, et une fois bien accrochés, ils pompent et s'enivrent comme aucun autre animal ne peut le faire. Le sang de l'arbre s'engouffre dans le corps des petits insectes, le traverse, puis ressort sous forme de grosses gouttes. Les pucerons doivent absorber de grandes quantités de liquide car il contient très peu de protéines, un nutriment indispensable à la croissance et à la reproduction. Les pucerons filtrent le liquide pour en extraire les protéines qui leur font défaut et excrètent intacts les glucides, notamment le sucre, dont ils n'ont pas besoin. C'est ainsi qu'il se met à pleuvoir des pluies collantes sous les arbres colonisés. Vous avez sûrement déjà garé votre voiture sous un platane infesté et tenté de nettoyer le pare-brise d'un coup d'essuie-glace. Pas facile, n'est-ce pas? Chaque espèce d'arbre a ses parasites attitrés. Schermès des rameaux du sapin pour les sapins, puceron vert de l'épicéa pour les épicéas, Phylloxera coccinea pour les chênes ou puceron laineux du hêtre, Philaphis fagi pour les hêtres, sont autant de pucerons spécialistes qui sucent la sève de leurs hôtes et excrètent du miel. Comme il n'y a pas de place pour tous sur les feuilles, d'autres espèces occupent l'écorce, qu'elles percent patiemment pour accéder aux vaisseaux dans lesquels circule la sève. Ces pucerons de l'écorce, comme la cochenille du hêtre,
signalent leur présence par un feutrage cireux blanc argenté qui parfois ponctue la totalité des troncs. Pour l'arbre, ces dépôts sont l'équivalent de la gale pour nous. Ils provoquent des lésions suintantes qui peinent à se résorber et entraînent la formation de boursouflures et de rugosités. Les lésions permettent aussi l'invasion de champignons et de bactéries qui peuvent affaiblir l'arbre au point de le tuer. Pas étonnant qu'ils produisent des substances répulsives pour se protéger des intrus. Si malgré tout l'infestation persiste, l'arbre renforce son système de défense en formant une écorce plus épaisse qui finit par le débarrasser des pucerons. La protection ainsi acquise perdure quelques années et l'arbre n'a plus à redouter de nouvelles invasions, du moins temporairement. Mais les risques d'infestation ne sont pas le seul inconvénient des pucerons. Leur formidable appétit entraîne une non moins formidable perte de substances nutritives. À force de pomper, les redoutables petites bestioles sont capables de soustraire aux arbres plusieurs centaines de tonnes de sucre pur par kilomètre carré de forêt, sucre qui leur fera défaut pour se développer ou constituer des réserves pour l'année à venir. Les pucerons n'en sont pas moins une bénédiction pour de nombreux animaux. Certains insectes s'en délectent, dont la coccinelle, qui avale un puceron après l'autre. La fourmi rousse des bois, en revanche, s'intéresse essentiellement au miella qu'elle prélève directement à la source, à l'extrémité de l'abdomen du puceron. Pour en accélérer la production, elle tâte ce dernier avec la pointe de ses antennes, ce qui déclenche une excitation qui force le puceron à uriner. Et afin qu'aucun autre voleur n'ait l'idée de boulotter des colonies de pucerons aussi précieuses, les fourmis garantissent leur sécurité. C'est un véritable petit élevage qu'elles entretiennent dans les houppiers. Ce qu'elles ne peuvent pas exploiter n'est pas perdu. La pellicule sucrée qui se dépose sur la végétation autour de l'arbre infesté est rapidement colonisée par des champignons et des bactéries. Une sorte de moisie se forme qui donne sa couleur noire à la pellicule. Nos abeilles mellifères sont elles aussi friandes des déjections des pucerons. Elles aspirent les gouttes sucrées, les transportent jusqu'à l'essaim, les régurgitent et les transforment en un miel de forêt de couleur sombre, presque noire, à l'état liquide. Il est particulièrement apprécié des consommateurs, bien que très différent du miel de fleurs. Chez les guêpes à gales et les cécidomies, une famille de moucherons, la procédure est plus sophistiquée. Plutôt que de piquer les feuilles, elles les reprogramment. Les animaux adultes pondent leurs œufs sur les feuilles de hêtre ou de chêne. Une fois écloses, les larves commencent à manger la feuille, qui, sous l'action des composés chimiques contenus dans leur salive, fabrique une enveloppe protectrice. La gale peut avoir la forme d'un gros pépin pointu, chez le hêtre, ou être ronde comme une bille chez le chêne. À l'intérieur, les rejetons des insectes y sont protégés de leurs prédateurs. Ils grignotent et grandissent bien à l'abri. À l'automne, les gales tombent au sol, entraînant dans leur chute les petits occupants. Ceux-ci se transforment en nymphes qui écloreront au printemps. La pullulation de gales est parfois impressionnante, notamment chez les hêtres, mais cela n'occasionne que peu de troubles chez les sujets colonisés. Les chenilles, elles, n'ont pas de goût particulier pour le miella. Ce qui les intéresse, ce sont les feuilles ou les aiguilles dans leur totalité. Lorsque leur présence se limite à quelques individus, les arbres n'en souffrent pas, mais des infestations massives se produisent par cycle à intervalles réguliers. J'en ai fait l'expérience il y a quelques années dans un peuplement de chênes de mon district. C'était en juin, et quel choc en découvrant les arbres d'un versant escarpé orienté au sud. Les jeunes feuilles avaient presque totalement disparu. La forêt était dénudée comme en hiver. En descendant de ma Jeep, j'ai entendu un crépitement, comme s'il pleuvait à verse. Le ciel étant uniformément bleu, la météo n'y était pour rien. En fait, ce qui tombait du ciel sur le sol, mes épaules, ma tête, c'étaient des milliers de minuscules boulettes noires. Les excréments des chenilles de la tordeuse verte du chêne qui avaient envahi le peuplement par millions. Urk. Un phénomène identique se reproduit année après année dans les grandes forêts de pins de l'Est et du Nord de l'Allemagne.
La pullulation de certaines espèces de papillons, comme la nonne ou la fidonie du pin, est encouragée par la monoculture des forêts plantées. La plupart du temps, des pathologies virales ramènent ensuite les populations de ravageurs dans des limites acceptables. La voracité des chenilles s'achève en juin. Les arbres dénudés mobilisent alors leurs dernières réserves pour former de nouvelles feuilles. Habituellement, cela fonctionne bien. Quelques semaines plus tard, c'est tout juste si l'on devine ce qui s'est passé. La croissance de l'arbre va s'en trouver réduite, ce qui s'observera plus tard dans la minceur du cerne annuel du bois. Pour autant, si les arbres sont attaqués et complètement défeuillés 2 ou 3 années de suite, nombre d'entre eux, à bout de force, n'y survivront pas. Outre les chenilles de Fidonie, les pins sont également très appréciés des diprions, dont les larves, des fausses chenilles à l'appétit phénoménal, sont capables de grignoter jusqu'à 12 aiguilles par jour, ce qui peut vite devenir problématique. Nous avons vu dans le chapitre sur le langage des arbres que les ormes ou les pins émettent des substances odorantes pour attirer les prédateurs spécifiques des ravageurs dont ils veulent se débarrasser. Le merisier est adepte d'une autre stratégie. Ses feuilles portent à la base, sur le pétiole, 2 petites glandes à nectar qui excrètent le même liquide sucré que celui contenu dans les nectaires des fleurs. Celui-là est destiné aux fourmis qui passent une grande partie de l'été sur l'arbre. Ces fourmis sont comme nous. Elles aiment bien le sucré, mais elles apprécient aussi, de temps à autre, des mets plus roboratifs. Pour elles, ce sont des chenilles, et c'est ainsi qu'elles libèrent l'arbre de ses hôtes indésirables. Il est vrai que cela ne fonctionne pas toujours comme le merisier le souhaite. Il est certes débarrassé des chenilles, mais il arrive que les fourmis ne se satisfassent pas de la quantité de nectar à leur disposition et qu'elles démarrent un élevage de pucerons. Les petits insectes piquent les feuilles et dès que les fourmis les tâtent avec la pointe de leurs antennes, ils leur délivrent goutte par goutte le liquide sucré. Les scolites, ravageurs redoutés entre tous, ne font pas dans le détail. Les individus affaiblis sont leurs premières victimes. Une fois leur dévolu jeté sur un arbre, c'est tout ou rien. Soit l'attaque d'un unique insecte réussit et il émet des substances odorantes pour appeler des congénères qui arrivent par centaines et tuent l'arbre, soit le premier insecte à s'introduire est tué par l'arbre et les espoirs d'agapes s'envolent pour tous les autres. L'objet de la convoitise est le cambium, la fine couche de couleur pâle située entre l'écorce et le bois. C'est le siège de l'accroissement de l'arbre, là où les cellules se divisent et produisent vers l'intérieur des cellules de bois et vers l'extérieur des cellules d'écorce. Le cambium est juteux, bourré de sucre et de sels minéraux. Faites l'expérience, goûtez-en. Il est comestible. Au besoin, nous pourrions même nous en nourrir. Si vous croisez sur votre chemin au printemps un épicéa fraîchement abattu par le vent, décollez un bout d'écorce avec un canif, puis, en tenant la lame à plat, découpez de longues bandes d'1 centimètre de large. Le cambium a un goût légèrement résiné de carotte et est très nourrissant. C'est aussi l'avis des scolites, qui creusent des galeries dans l'écorce pour déposer leurs œufs à proximité immédiate de cette source d'énergie. L'endroit est idéal pour les larves qui mangent, grossissent et grandissent bien à l'abri de leurs ennemis. Les épicéas en bonne santé se défendent par l'émission de terpènes et de substances phénoliques qui repoussent, voire anéantissent les ravageurs. Si cela ne suffit pas, ils peuvent engluer les insectes dans des gouttes de résine. Des chercheurs suédois ont toutefois découvert qu'entre-temps, les coléoptères avaient peaufiné leur armement. Les scolites débarquent désormais avec plus de champignons accrochés sur leur corps, sous forme de spores ou de fragments de mycélium, qui pénètrent à leur suite à l'intérieur de l'arbre. Une fois sous l'écorce, ils attaquent les défenses chimiques des épicéas et les transforment en substances inoffensives. Comme les champignons se développent plus vite que les scolites creusent, ils ont toujours un léger temps d'avance sur eux. Résultat, les ravageurs progressent en terrain détoxiqué et ils peuvent manger tout leur soul.
Dès lors, plus rien ne s'oppose à une invasion massive. Et les jeunes coléoptères qui éclosent par milliers peuvent même finir par attaquer des arbres sains. De nombreux épicéas ne résistent pas à une infestation de cette ampleur. Les grands herbivores procèdent avec moins de subtilité. Ils consomment plusieurs kilos de nourriture par jour. Or, dans les forêts profondes, elle est rare. Peu de végétation se développe au niveau du sol, en raison du manque de lumière. Quant aux savoureuses feuilles des houppiers, elles sont hors de portée. Les populations de chevreuils et de cerfs sont naturellement peu importantes dans ces écosystèmes. Mais dès qu'un vieil arbre tombe, leur chance tourne. Le sol est alors baigné de lumière plusieurs années de suite, pour le plus grand bénéfice des petits arbres qui vont pouvoir se développer en même temps que des graminées et des plantes herbacées. Les cervidés se précipitent sur ces îlots de verdure et font un sort à la végétation. La lumière s'accompagne d'une production de sucre qui rend les jeunes arbustes attractifs. En temps normal, dans la pénombre du couvert de leur mère arbre, leurs pitoyables petits bourgeons sont à peine alimentés. Le peu dont les jeunes ont besoin pour survivre en phase d'attente, leurs parents le leur perfusent par les racines. En l'absence de sucre, les bourgeons secs, amers et durs, sont délaissés par les chevreuils. Que le soleil arrive et les tendres arbustes s'épanouissent. La photosynthèse fonctionne à plein, les feuilles s'épaississent et deviennent plus juteuses, les bourgeons qui se forment durant l'été pour le printemps suivant sont gros et riches en nutriments. Et il faut qu'ils le soient, car les jeunes qui attendaient leur tour sont déterminés à se surpasser pour pousser en hauteur avant que la fenêtre de lumière se referme. Ce coup d'accélérateur n'échappe pas aux chevreuils qui n'ont aucune intention de renoncer à pareille délice. Une course de quelques années entre les jeunes arbres et les animaux démarre. Les enfants hêtres, chênes ou sapins, parviendront-ils à grandir à une allure telle que les museaux des chevreuils n'atteindront plus la pousse terminale, déterminante pour la suite de leur croissance? Habituellement, sur un petit groupe d'arbustes, il y a toujours quelques individus qui s'en sortent sains et saufs et filent vers la lumière. Ceux dont la pousse terminale n'a pas été épargnée sont tordus et se développent de guingois. Vite dépassés par leurs concurrents intacts, ils meurent, faute de lumière, et retournent à l'état d'humus. Si l'on considère sa seule taille, l'armillaire est un grand, très grand prédateur. Les fructifications qui apparaissent à l'automne sur les troncs paraissent anodines, mais c'est un leurre. 7 espèces d'armillaires présentes dans nos forêts, difficiles à distinguer les unes des autres, sont des ennemis des arbres. Leur mycélium pénètre dans les racines de nombreuses espèces d'arbres, dont les épicéas, les hêtres et les chênes. Une fois dans les racines, il pousse dans le tronc, sous l'écorce, où il prend l'aspect de palmettes blanches et plates, caractéristiques. Le butin qu'il dérobe, au début essentiellement du sucre et des substances nutritives puisées dans le cambium, la mince couche d'écorce la plus proche du bois, est transporté dans d'épais cordons. Ces canaux de couleur noire, ressemblant à des racines, sont une curiosité dans l'univers des champignons. Mais les armillaires ne se satisfont pas des seuls sucres. Après les racines et le cambium, ils se propagent au bois, entraînant la pourriture de l'arbre désormais condamné à mort à brève échéance. Le monotrope suspin, qui appartient à la famille des éricacées, procède beaucoup plus subtilement. Dépourvu de toute verdure, il ne développe qu'une tige herbacée surmontée d'une fleur jaunâtre insignifiante. Une plante qui n'est pas verte ne contient pas de chlorophylle et ne peut pas effectuer la photosynthèse. Ne pouvant fabriquer son alimentation lui-même, le monotrope suspin dépend d'une aide extérieure. Il la trouve en s'infiltrant parmi des champignons mycorhiziens, c'est-à-dire associés aux racines, et comme il n'a pas d'exigence en matière de lumière, il est tout à fait à son aise, même parmi les plus sombres peuplements d'épicéas. Là, il se branche sur les flux de substances nutritives qui circulent entre les arbres et les champignons et aspire ce dont il a besoin.
Le mélempire des forêts procède de façon similaire, mais peut-être plus insidieusement. Il s'alimente en toute discrétion, en se connectant au réseau racines-champignons de l'épicéa, que lui aussi affectionne particulièrement. Ses parties extérieures sont vertes, comme il se doit pour un végétal herbacé, et elles peuvent transformer un peu de lumière en dioxygène et en sucre. Mais c'est surtout un alibi, ou un camouflage destiné à détourner l'attention de ses activités souterraines. Les arbres ont bien plus à offrir que de la nourriture. Les jeunes individus sont malmenés par les animaux qui s'en servent comme de brosses à récurer. Tous les étés, les chevreuils et les cerfs mâles doivent frotter leur nouveau bois pour en faire tomber le velours. Ils se mettent en quête de petits arbres, suffisamment gros pour ne pas se casser, tout en étant suffisamment minces pour présenter un peu de souplesse. Le bon outil trouvé, les seigneurs de la forêt frottent et refrottent leur bois plusieurs jours durant, jusqu'à ce que la dernière parcelle de peau veloutée soit tombée. Entre-temps, l'écorce de l'arbuste est, elle aussi, tombée, et il est exceptionnel que les arbres qui ont involontairement offert leur service y survivent. Dans le choix de leurs arbres à frottis, les chevreuils et les cerfs sont sélectifs. Quelle que soit l'espèce, épicéa, hêtre, sapin ou chêne, il s'agit toujours d'une essence localement rare. À croire que l'odeur de l'écorce frottée agit comme un parfum exotique. Ne sommes-nous pas, nous aussi, fortement attirés par ce qui est rare? Dès que le tronc atteint 10 cm de diamètre, parfois plus tôt, il ne fait plus l'affaire. L'écorce est devenue si épaisse qu'elle résiste aux assauts des cervidés. En gagnant en centimètres, les troncs sont de surcroît devenus raides comme des piquets, et ils ont perdu l'élasticité qui permettait aux ramures de s'embrocher dessus pour parfaire leur nettoyage. Cependant, parmi les cervidés, les cerfs ont un autre besoin. Si cela ne tenait qu'à eux, ils ne vivraient pas en forêt, car ils se nourrissent principalement d'herbes. Celle-ci étant une rareté dans les forêts naturelles et en tout état de cause jamais en quantité suffisante pour subvenir aux besoins d'une harde entière, les majestueux animaux préféreraient les milieux herbeux ouverts de type steppe. Mais les vallées fluviales où les hautes eaux ont contribué à la formation de prairies ouvertes sont déjà occupées par les hommes. Le moindre mètre carré est soit urbanisé, soit exploité par l'agriculture. Les cerfs se sont donc repliés sur les massifs forestiers, qu'ils quittent tout au plus la nuit. En tant qu'herbivores et ruminants, ils ont besoin 24 heures sur 24 d'une nourriture riche en fibres. Alors, quand ils n'ont rien de mieux à se mettre sous la dent, ils mangent de l'écorce. En été, quand l'arbre est gorgé d'eau, son enveloppe se laisse facilement décoller. Les animaux mordent dedans avec leurs incisives, seulement présentes sur la mâchoire inférieure, et tirent de bas en haut pour arracher des bandes entières. En hiver, quand les arbres sont au repos et l'écorce sèche, ils ne parviennent à ronger que quelques petits copeaux. Quelque forme qu'ils prennent, en plus d'être extrêmement douloureux, cet écorçage peut être fatal aux arbres. Les immenses plaies ouvertes qui en résultent offrent des boulevards aux champignons qui peuvent envahir de grandes surfaces et rapidement décomposer le bois. L'étendue des blessures est trop importante pour qu'elles puissent être recouvertes et cicatrisées en peu de temps. Si l'arbre a bénéficié de conditions naturelles et a poussé très lentement, il peut surmonter des revers de fortune de cette gravité. Son bois, qui ne présente que de minuscules cernes annuelles, est si dur et si dense que les champignons ont toutes les peines du monde à le pénétrer. J'ai souvent vu de ces arbres adolescents qui, des décennies plus tard, étaient parvenus à recouvrir leurs plaies. Il n'en va malheureusement pas de même des arbres plantés de nos exploitations forestières. Ils ont habituellement poussé très vite, leurs cernes annuelles sont larges et leur bois contient beaucoup d'air, de l'air et de l'humidité. C'est idéal pour des champignons. Et ce qui devait arriver, arrive. L'arbre endommagé rend les armes prématurément. Il n'y a que les petites blessures survenues pendant l'hiver qu'il parvient à refermer
sans en garder de séquelles durables.